Et c'est l'heure à présent de remonter le temps sur Radio J, comme tous les jours, avec l'histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Et nous reprenons, Christophe, notre portrait consacré à Ray Ventura, un musicien passionné de jazz et qui n'est encore que lycéen lorsqu'il fonde un groupe qui deviendra à la fin des années 20 Ray Ventura et ses collégiens. Le succès est immédiat, sur scène, sur disque, à la radio, grâce à des refrains faciles à retenir, sur des musiques entraînantes et des textes humoristiques, ce qui permet de penser à autre chose aussi dans la seconde moitié des années 30, alors que la guerre menace et que l'inquiétude la plus vive vient de l'Allemagne nazie. Mais il faut préciser, Christophe, qu'à cette période domine encore le genre de la chanson réaliste. Oui, dans les années 30, on a encore ce type de chanson réaliste grave, incarnée notamment par Fréhel, Damia ou bien encore Marie Dubas, ou même et surtout Édith Piaf. Alors les thèmes récurrents de ces chansons, c'est pas gay. Des sujets dramatiques, souvent inspirés par le quotidien des quartiers populaires de Paris, la misère, l'alcool, les amours sans lendemain, la mort. Exemple, le petit vieux, juste en prendre une de cette chanson réaliste, une chanson qui s'appelle Les Roses Blanches de Bert Silva, chanson dans laquelle un petit garçon qui n'a que sa mère pour famille, ça commence bien, lui offre chaque dimanche des roses blanches. Lorsque sa mère tombe malade et hospitalisée, n'ayant pas d'argent, eh bien il vole un bouquet de roses blanches, se fait attraper par le fleuriste qui le relâche, ému par son histoire, pour que le petit garçon puisse donner le bouquet à sa mère qui est morte lorsqu'il arrive à l'hôpital. C'est horrible. C'est vraiment une chanson effroyable, Les Roses Blanches. Exemple type donc de ces chansons réalistes de la fin des années 20 et des années 30. Et d'ailleurs, d'autres chansons comme Sombre Dimanche ou Mon Légionnaire, reprises des décennies plus tard par un certain Serge Gainsbourg, font aussi partie de ce que l'on appelle la chanson réaliste. Alors à côté de cela, on a donc des chansons romantiques et des titres qui donnent la joie de vivre. Les années 30, c'est l'essor des music-halls, des cabarets, des nightclubs, l'exotisme de Joséphine Baker notamment, la gouaille de Mistinguett et Maurice Chevalier amuse le public. Et puis on peut aussi citer Charles Trenet. Oui, d'ailleurs, on aurait bien aimé votre petit accent parisien que vous prenez des fois pour ces chansons des années 30. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Voilà, vous le faites très bien. Alors pour revenir à Charles Trenet, il y a de la joie, je chante Fleur Bleue, le fou chanteur devient très célèbre à partir de 1937, alors qu'au même moment, justement, Ray Ventura et son orchestre restent en haut de l'affiche, avec d'ailleurs une chanson qu'on aurait d'ailleurs prêtée volontiers au répertoire de Trenet. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue, il y a de l'espoir dans tous les yeux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? C'est une bonne question, ça, pour démarrer la journée. Et puis allez, je suis bon prince, allez, encore une autre pour la route. Toujours de la bonne humeur. Tiens. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font les pantins. On voit les chasses pour les chattes et les escargots galoper à contre-train. Tiens, 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 ça fait un petit peu penser aux musiques de Disney, ça. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, ils avaient adapté un titre, la chanson des nains. Ça me fait penser à La Belle et le Clochard. Et ça me fait, alors moi, c'est marrant, ça me fait surtout penser aussi un peu à ce côté très front populaire de la fin des années 30, où il y avait cette espèce de liberté, d'insouciance aussi pour les gens, notamment qui, pour la première fois, découvraient la plage ou quittaient l'usine pour aller aussi en vacances. Et j'imagine que ce genre de chanson devait bien s'y prêter, même si le contexte était quand même grave à l'époque aussi. Tiens, 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 donc une chanson entraînante et qui met en effet de bonne humeur. En 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, Ray Ventura et ses collégiens collent à l'actualité du moment et interprètent « Nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried » tout en gardant leur légendaire sens de l'humour. Alors en fait, au départ, c'est une chanson irlandaise qui tourne en fait en dérision les marches militaires allemandes et ce rythme comme ça très saccadé. La ligne Siegfried qui fait d'ailleurs référence à la ligne de fortification construite par les Allemands entre 1936 et 1940 sur la frontière occidentale du Reich, en face d'ailleurs de ce que nous on appelait en France la ligne Maginot. Donc ça se faisait face à face et durant la drôle de guerre, cette période, vous le savez, qui sépare la déclaration de guerre à l'Allemagne en septembre 39 de l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France en mai 40 et durant laquelle d'ailleurs aucune bataille ne se déroule, c'est pour ça qu'on parle de drôle de guerre. Et bien les soldats français et également britanniques fredonnent cette ère pour se remonter le moral. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. À
la déclaration de guerre en septembre 1939, Ray Ventura est incorporé au train des équipages dans l'est de la France après la défaite en juin 1940. Il se réfugie en zone non occupée puis quitte la France en novembre 1941. Lui et des membres de l'orchestre, juifs pour certains, échappent ainsi à la déportation. Oui, car il faut dire que malgré leur statut de star du music-hall, eh bien, les artistes juifs, malgré leur popularité, ne sont pas épargnés par la traque des nazis. Je vais juste vous citer un exemple, puisque je la citais tout à l'heure en parlant de chansons réalistes. L'exemple de Marie Dubas. Elle est née à Paris dans une famille juive et elle devient populaire en 1936 avec le titre Mon légionnaire. Elle va se marier pendant la guerre à Lisbonne au Portugal avec un aviateur français catholique, ce qui va provoquer le déchaînement de la presse collaborationniste. Paris Soir écrit « Paris vaut bien une messe, Marie Dubas se convertit, ignore-t-elle que le problème juif n'est pas religieux, il est racial ». Son appartement est réquisitionné par la Wehrmacht et dans le cadre de l'exposition, je vous en ai déjà parlé, le Juif et la France, organisée par l'Institut d'études des questions juives et présentée à Paris au Palais Berlitz, une exposition antisémite, eh bien le portrait de Marie Dubas est exposé comme le modèle d'une chanteuse juive. Marie Dubas quitte la France pour la Suisse en 1942. Et en cette période d'occupation, le journal collaborationniste Paris Soir affirme même que Charles Trenet est juif, que son nom est l'anagramme de Néter, un nom juif répandu en France, ce qui est faux en fait. Trenet fera tout pour prouver le contraire, jusqu'à chanter pour les prisonniers de guerre français en Allemagne. Oui, exactement. Et puis en plus, compte tenu de son homosexualité, il se devait d'autant plus, Charles Trenet, de prouver qu'il n'était pas juif. Alors évidemment, loin de tout cela, de l'Europe, de la guerre, de la traque qui concerne justement bon nombre de ses collègues, eh bien, Ray Ventura et ses collégiens partent en tournée en Amérique du Sud. On retrouve donc toute la petite bande, dont le fidèle Paul Misraki, je vous en ai déjà parlé, qui a composé les succès du groupe, dont ceux qu'on a entendus tout à l'heure, et un petit nouveau qui vient s'ajouter à cette bande, un jeune musicien né en Guyane, âgé d'une vingtaine d'années. Il s'agit d'Henri Salvador. Et oui, le fameux. Alors à la Libération, le retour de Ray Ventura et ses collégiens est un triomphe. Les années de guerre n'ont pas entaché la popularité de cet orchestre. Ray Ventura crée alors une nouvelle formation et la machine repart comme si finalement la guerre n'avait jamais existé. Même si Ray Ventura, entre-temps, s'est un petit peu empâté et devenu un peu plus chauve, il y a aussi des petits nouveaux qui le rejoignent, comme un certain Sacha Distel, qui n'est autre que le neveu de Ray Ventura, personnage passionnant. Sacha, né en 1933 d'un père russe arrivé en France après la Révolution de 17 et d'une mère juive, turque et pianiste. Durant la Shoah, d'ailleurs, Sacha Distel est caché avec d'autres enfants juifs à Laval, pianiste, passionné de jazz. Il apprend la guitare auprès d'Henri Salvador, conscient que cela permet de séduire, il n'a pas tort, plus facilement les femmes, et il fait donc partie de l'orchestre de son oncle. Ray et ses collégiens jouent aussi dans plusieurs films, il faut le dire, produits par Ray Ventura lui-même. Il se spécialise d'ailleurs davantage dans la production de films dans les années 50, en particulier Et Dieu créa la femme de Roger Vadim avec la jeune Brigitte Bardot, un film qui fera scandale à sa sortie en 1956 et dont la musique est d'ailleurs signée Paul Misraki, le vieux complice de Ray Ventura. Et oui, le duo se reforme pour le grand écran. C'est une reconversion d'ailleurs qui tombe à pic, car évidemment pour Ray Ventura, qui n'est plus si jeune que ça, la mode des orchestres à sketch est passée. Et puis c'est aussi grâce à cette activité au cinéma, là c'est le côté le carnet cœur, qu'il rencontre son épouse, une actrice, Jacqueline Lemoine, avec laquelle il aura 2 enfants. Ray Ventura qui va se consacrer à l'édition musicale, contribuer notamment à favoriser la carrière de Georges Brassens, mais aussi de nombreux jazzmen américains inconnus en France. Je vous rappelle que le jazz, c'est la grande passion de Ray Ventura. Retiré à Palma de Majorque en Espagne, Raymond Ventura meurt en 1979. Il a 71 ans. Et puis rapidement, nous avons parlé de lui car il est le complice de Ray Ventura. On peut évoquer la carrière de Paul Misraki après la guerre. Il va continuer, lui, à écrire des chansons, mais il a surtout composé de nombreuses musiques de films. 185 au total, je les ai toutes comptées en plus de 50 ans. Il a composé pour Jean Renoir, Clouzot, Louise Buñuel, Claude Chabrol, Orson Welles, ou bien encore Godard, Patrice Lecomte, Jean-Pierre Melville ou encore Jean-Claude Brialy. Vous voyez, des univers complètement différents, mais Paul Misraki, à chaque fois, s'est adapté. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour ce portrait, donc en 2 parties de Ray Ventura à retrouver en podcast sur notre site internet et notre chaîne YouTube.